En 2009, Stephen Hawking réalise une expérience temporelle. Il organise une fête privée à l'université de Cambridge avec champagne et ballons de baudruche. Cette réception est totalement privée. Tous les membres qui y participent sont maintenus dans le secret. Le lendemain, il publie un communiqué dans lequel il explique avoir organisé cette fête la veille et lance un message aux voyageurs temporels dans le futur en leur demandant de revenir dans le passé pour se joindre à lui. Selon cette logique, Hawking devrait recevoir la visite de possibles voyageurs temporels avant même en avoir fait la demande. Le problème, c'est que personne n'a fait le déplacement. J'ai déjà abordé cette histoire en détail dans une ancienne vidéo, et plusieurs hypothèses peuvent expliquer l'échec de cette expérience. La plus probable est celle que personne ne veut entendre, celle qui dit que le voyage vers le passé est strictement impossible, parce qu'elle va à l'encontre de tout un tas de lois de la physique. Communiquer avec le passé est strictement inenvisageable, mais communiquer avec le futur est techniquement possible, mais pas directement. On ne peut pas avoir une session vidéo en temps réel avec les habitants du 22e siècle. Alors comment faire ? C'est là qu'intervient le concept brillant de capsule temporelle, une collecte d'informations rassemblées à un moment donné, destinées à être envoyées aux générations futures. Certaines sont même involontaires. On peut découvrir des traces d'anciennes civilisations sans même que ces dernières aient eu l'intention de porter un message à destination du futur lointain. Pompéi en est un excellent exemple. Les habitants n'avaient pas choisi d'être ensevelis sous les nuées ardentes du Vésuve. Et pourtant, ils laissent une trace indélébile de leur passé, encore conservée aujourd'hui. Mais quand on parle de capsules temporelles, on évoque surtout les expériences et les œuvres d'art qui collectent des informations, des objets encapsulés dans des boîtes et destinés à être ouverts par les générations futures à un moment donné. Mais pour le coup, là, on a littéralement des centaines d'exemples. Et je peux pas me permettre de tous vous les citer. Mais il y en a quelques-unes qui sont intrigantes. Le 23 septembre 1995, la ville de Strasbourg a encapsulé des objets et documents de notre époque, enfouis sous une dalle de marbre, et qui ne sera ouverte qu'en l'an 3790. L'objectif de ce caveau du futur est de garder des traces intactes de notre civilisation, à condition qu'elle perdure jusqu'au 38e siècle. Attendre patiemment un millénaire et demi n'est pas une expérience très satisfaisante. Et c'est normal, parce que, de notre point de vue, nous ne sommes pas la génération ciblée par cette expérience. Alors que se passe-t-il quand c'est le cas ? Que se passe-t-il lorsque nous sommes censés être le récepteur du message, la personne au bout de la ligne ? En 1967, l'Union soviétique crée une capsule dans laquelle sont enfermés des documents et des messages pour le futur, destinés à être ouvertes en 2017, à l'occasion du centenaire de la Révolution d'Octobre. Parmi ces notes, certains expriment leur envie de voir l'Union triompher sur le monde. D'autres s'attendent à ce que la conquête de la Lune, de Mars, voire du système solaire entier soit à leur portée. On enviait et jalousait les générations futures qui devaient logiquement célébrer le centenaire de leur pays. En 2017, la capsule a bel et bien été ouverte à l'endroit même où elle était entreposée dans la ville de Novosibirsk. Mais le pays qui l'a expédiée vers le futur n'existait déjà plus depuis 26 ans. Pouvoir lire ces notes de citoyens du passé pour la première fois depuis 50 ans a dû être une bien étrange expérience. Mais parmi tous ces exemples, mes capsules préférées sont celles dont la récupération des données, c'est-à-dire les informations contenues à l'intérieur, n'est même pas envisagée. Des sortes de bouteilles à la mer où il n'y a même pas de destinataire. Remplacez juste la mer par la flèche du temps. Et dans ce domaine, l'exploration spatiale en est le meilleur représentant dû à l'immensité du cosmos. Si je vous dis capsule temporelle dans l'espace, vous allez immédiatement me citer deux exemples cultissimes. Les plaques de Pioneer et le voyageur Golden Record. Vous avez tous vu au moins une fois ces plaques embarquées sur les sondes américaines Pioneer 10 et 11 dans les années 70, qui, à l'heure actuelle, filent vers les confins du système solaire, bien au-delà de Neptune. Ils contiennent des informations primordiales sur la place de la Terre dans notre galaxie, la représentation des humains et plein d'autres choses. Bien qu'elles fassent partie de la culture populaire, elles ont été reçues assez froidement par la communauté scientifique, de par la difficulté à cette dernière de déchiffrer ce qui est marqué. Si on est censé envoyer un message vers les extraterrestres mais qu'on n'est pas capable de demander à notre propre espèce de la déchiffrer elle-même, c'est un peu problématique. Même chose pour le voyageur Golden Record.
un ensemble d'enregistrements contenus dans un vinyle et embarqués sur Voyageur 1 et 2, les plus lointains objets envoyés par l'homme. Ces deux expériences ont été menées par le célèbre Carl Sagan et son équipe. Typiquement le genre d'esprit créatif qu'il fallait à la NASA. Mais pourquoi vouloir s'obstiner à envoyer de telles bouteilles dans l'océan froid et vide de l'espace interstellaire? La probabilité qu'une civilisation extraterrestre intelligente découvre les sondes, découvre les plaques et déchiffre ce qui est marqué dessus est extrêmement faible. Le fait est que si on ne le fait pas du tout, les chances sont nulles, alors autant essayer. Les plaques de Pioneer sont destinées à de potentielles civilisations aliens. Alors pourquoi ne pas reproduire la même chose avec les humains? Et je ne parle pas de prochaines décennies, mais plutôt des siècles, des millénaires, des millions d'années à venir. Mais comment s'envoyer un message à nous-mêmes dans l'espace? Et d'ailleurs, pourquoi dans l'espace? Pourquoi pas construire un panneau géant sur le plancher des vaches? Pourquoi pas construire un temple, une tombe? Bon, en vérité, on le fait déjà, ça, avec les monuments. Les plus connus d'entre eux sont faits pour être vus par les générations futures, pour durer dans le temps. Cependant, dans le temps ne signifie pas des dizaines de milliers d'années non plus. La tectonique des plaques ou les changements civilisationnels peuvent tout à fait les faire disparaître. L'orbite terrestre permet une conservation beaucoup plus durable des objets qu'à la surface, mais elle reste limitée. Par exemple, la Station spatiale internationale tourne autour de la Terre à une altitude moyenne de 400 km. C'est une orbite très basse à l'échelle de la planète. Elle met 1h30 à en faire le tour. Mais si on ne fait rien, l'ISS perd lentement de l'altitude et pourrait se disloquer dans la haute atmosphère. Cette durée de vie limitée n'est pas tant conditionnée par les forces de marée ou la gravité que par l'atmosphère. À l'altitude de l'ISS, on peut parler de vide spatial comme une expression courante, mais jamais de vide absolu. Bon, déjà parce que ça n'existe pas théoriquement dans l'univers, et surtout c'est que la pression atmosphérique, aussi fine soit-elle là-haut, est suffisante pour enregistrer des micro-frottements et freiner très légèrement la station. Pour résoudre ce problème, les astronautes utilisent les Soyouz amarrés à la station pour mettre les gaz et maintenir leur altitude. C'est un phénomène que l'on a découvert au début de l'exploration spatiale. Les orbites ne sont pas éternelles. L'atmosphère, bien qu'extrêmement ténue à cette altitude, a quand même une influence. Mais plus on s'éloigne, et plus la durée de vie d'une orbite sans assistance s'allonge. On peut même estimer la durée de vie des satellites en fonction de leur altitude. C'est là que Carl Sagan, toujours lui, a une idée. Encore. En 1976, à la même époque que Pioneer et Voyageur, la NASA lance le satellite Lagéos 1 en orbite autour de la Terre à 5900 km. C'est 15 fois plus haut que l'actuel ISS. Il est estimé que si on laisse l'atmosphère, les forces de marée et la gravité faire son travail sans aucune assistance, Lagéos 1 restera en orbite pendant 8,5 millions d'années. À l'intérieur de cette étrange boule dorée, Carl Sagan y insérera une plaque contenant 3 mappemondes. La première montre la Pangée, le supercontinent qui régnait à la surface de la Terre il y a 270 millions d'années. La deuxième montre la surface à notre époque, et la troisième décrit à quoi ressemblera notre monde dans 8,5 millions d'années à cause de la tectonique des plaques. Dans un futur absurdement lointain, la sonde aura été suffisamment freinée par l'influence de l'atmosphère pour retomber sur le sol. Mais la probabilité que nos lointains descendants la découvrent est encore une fois extrêmement faible. On pourrait laisser des messages sur Terre pour indiquer les coordonnées de l'orbite, mais ce serait nous rajouter des problèmes. Les plaques de Pioneer, les vinyles de Voyager, Lagéos 1, s'envoyer des courriels à soi-même, tout ça, ce sont des communications indirectes avec le futur. Des expériences qui n'ont pas vraiment d'impact sur nous-mêmes, parce qu'elles prennent en compte des échelles de temps énormes. Le cours du temps, qui nous empêche de communiquer directement en temps réel avec le futur, est au final assez similaire à la vitesse de la lumière. D'un point de vue relativiste, la vitesse de la lumière est absolue. Selon le référentiel du photon, le temps ne s'écoule plus parce qu'il a troqué toute sa vitesse temporelle pour une vitesse spatiale. Si nous observons une galaxie à 1 milliard d'années-lumière de la Terre, c'est parce que la lumière met 1 milliard d'années à nous parvenir. Mais uniquement de notre point de vue, parce que nous ne nous déplaçons pas à la vitesse de la lumière dans l'espace. Mais si un photon avait une conscience, il parcourrait l'univers en un laps de temps infiniment court.
En réalité, ils ne se rendraient même pas compte qu'il existe. Prenez la Lune, distante de 384 400 km en moyenne, c'est-à-dire 1,2 secondes lumière. Dans le ciel, vous ne voyez pas la Lune telle qu'elle est à l'instant présent, vous la voyez telle qu'elle était 1,2 secondes dans le passé. Parce que la lumière met 1,2 secondes à nous parvenir. Et ça peut poser des problèmes physiques concrets avec des communications. Durant les missions Apollo, les astronautes et la NASA devaient communiquer avec 1,2 secondes de décalage. Donc il fallait attendre à chaque fois, en plus de la réponse, 1,2 secondes. C'était une contrainte physique naturelle. Bon, un laps de temps aussi court n'est pas très gênant. Contrairement à d'autres. En 1970, les Soviétiques envoient leur premier Lunokhod, un rover lunaire piloté à distance. Le problème est que son ordinateur de bord est très limité, si bien que le temps de recevoir une commande à la vitesse de la lumière, puis de la comprendre et ensuite de l'exécuter est très long, environ 13 secondes. Imaginez un seul instant piloter une voiture à distance, ou un drone, un rover, avec 13 secondes de décalage entre l'envoi d'une commande et l'exécution de cette commande par la dite machine. L'agence a donc dû former des pilotes capables d'anticiper 13 secondes dans le futur. Et c'est un exercice plutôt difficile quand on sait que les caméras embarquées du rover n'étaient pas non plus les meilleures du monde. Donc du point de vue du Lunokhod, lorsqu'il reçoit une commande comme tourner à droite pour éviter de tomber dans un cratère par exemple, ça signifie que son pilote sur Terre savait ce qu'il allait produire 13 secondes dans le passé. C'est en quelque sorte une communication plus ou moins directe avec le futur. On anticipe à l'avenir ce que sera le présent pour le rover. Et c'est pas fini parce que depuis les années 70, l'humanité est déjà allée sur Mars, mais en envoyant ses meilleurs représentants, les robots, les rovers, les atterrisseurs, les impacteurs, etc. Mais pas les êtres humains. Mars est beaucoup plus loin que notre satellite. Les orbites des deux planètes sont différentes et la distance varie entre 80 et 380 millions de kilomètres. Même au plus près, c'est 200 fois plus loin que la Lune. Il est plutôt raisonnable et rationnel de penser qu'un jour ou l'autre, au XXIe siècle ou dans le prochain, les humains iront sur Mars. Mais les communications par ondes radio, qui sont de la lumière, sont tout aussi difficiles qu'avec les rovers, parce qu'il faut plusieurs minutes pour atteindre la planète rouge. Communiquer avec un astronaute sur Mars à un moment où elle se trouve à 10 minutes-lumière de la Terre nécessite d'attendre 20 minutes pour recevoir la réponse. Les explorateurs devront être capables de prendre des décisions seuls si jamais il leur arrive un incident qui ne peut pas être résolu en un temps supérieur au temps qu'il faut pour communiquer avec la Terre. C'est probablement l'une des perspectives les plus effrayantes de l'exploration spatiale. Il y a quelques semaines, la NASA a eu des problèmes de communication avec la sonde Voyager 2. Aujourd'hui, l'incident est résolu, mais la sonde en question est à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre. Les ondes mettent un temps considérable à parvenir jusqu'à elle. 18h32 pour être précis. Si, en 2023, la NASA décide d'envoyer une commande à Voyager 2, ce qui est toujours possible maintenant, elle doit attendre 1 jour et demi pour recevoir une réponse. Si jamais l'humanité résout un jour le problème du voyage interstellaire, les communications seront encore plus compliquées. Imaginez envoyer une colonie spatiale vers Proxima du Centaure ou l'étoile de Barnard. Elles ont beau faire partie des étoiles les plus proches du système solaire, leur distance se mesure en années-lumière. Envoyer un message vers Proxima du Centaure nécessite d'attendre 8 ans pour recevoir la réponse. C'est en quelque sorte une expérience temporelle, à cause des propriétés physiques naturelles de notre univers. Les lois de la physique sont dures et impartiales. La vitesse de la lumière fait office de barrière temporelle. Sur Terre, on ne peut pas communiquer directement avec le futur en temps réel parce que nous sommes limités par le cours du temps. Dans l'espace, nous ne pouvons pas communiquer avec les objets lointains en temps réel parce que nous sommes limités par la vitesse de la lumière. En attendant les premiers humains sur Mars, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder les autres vidéos. À la prochaine!